C'est parti. Merci. Mettez votre truc en... Ok. Donc, merci, merci d'être là sur ce webinaire aujourd'hui pour pouvoir, je crois comme je l'ai dit, ça fait plus de 3 mois que nous voulions, à travers nos différents webinaires à distance, démystifier l'agriculture biologique. S'il vous plaît, quelqu'un a son micro allumé, je vous en prie. Démystifier l'agriculture biologique et pour cela, vous montrer comment est-ce que il est évident et simple de pouvoir le faire. Et la thématique que nous avons utilisée aujourd'hui et que nous allons aborder aujourd'hui, c'est de savoir si les mauvaises herbes sont nos alliés ou nos ennemis. Donc, nous allons ici, durant plus d'une heure, peut-être 2 heures et plus, en fonction donc du retour, animer donc ce webinaire pour partager avec vous tout ce qui est important de pouvoir comprendre sur les différentes mauvaises herbes, la perception que vous aviez. Et maintenant, qui suis-je? Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je me nomme Choumi Fabrice, ingénieur agronome, originaire d'un quartier qu'on appelle le Cameroun, parce que pour moi, le pays, c'est l'Afrique. Et depuis une dizaine, presque déjà 10 ans, j'œuvre pour une agriculture durable, beaucoup plus biologique, pour pouvoir démystifier. Parce que dans notre pays, l'Afrique, il est important que nous puissions, et c'est de notre droit, de bien manger à moindre coût, en quantité et en qualité, de manière biologique pour tout le monde. Donc, et nous avons tous les différents atouts pour pouvoir faire cela. Et depuis presque 3 mois, déjà dixième webinaire que j'organise, j'essaie un peu de montrer comment est-ce qu'on peut le faire à travers plusieurs autres manières possibles en valorisant toutes nos ressources. Pour le moment, j'ai enchaîné avec l'agriculture. Dans les mois à venir, je vais enchaîner avec l'élevage. À travers ces webinaires, j'essaie un peu de partager avec vous ce dont je sais de l'agriculture biologique parce que je sais que seule la connaissance va véritablement nous libérer et nous rendre indépendants. C'est la raison pour laquelle j'organise donc ces différents webinaires en ligne pour être plus proche des uns. Mais qu'à cela ne tienne, j'ai déjà aussi eu à parcourir plus d'une dizaine de quartiers de l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire où j'y suis, le Cameroun, le Sénégal, le Niger, la Mauritanie, la Guinée, le Burkina, le Togo, le Gabon, le Congo, Brazzaville et d'autres pays qui sont en cours, en train de venir. C'est pour cette raison, par exemple, que dès vendredi de la semaine prochaine, si plaît à Dieu, je serai donc en N'Djamena pour une formation pratique au Tchad du vendredi 5 au dimanche 7 septembre pour une formation en présentiel. Donc, les choses vont bon train là-bas. Il serait question donc de rencontrer des personnes au niveau donc de N'Djamena pour cette formation 100% pratique et ils auront accès à beaucoup d'autres choses dont on ne peut pas parler ici là sur Internet parce que avant de tout faire l'agriculture biologique, c'est une question de stratégie et c'est une question de rencontrer des personnes et être au contact de ceux-là en plus du virtuel. Et ce n'est pas tout. Après le mois de septembre, au mois d'octobre, j'ai une longue tournée en RDC où je serai dans 3 localités. Du 3 au 5 octobre, je serai à Kinshasa. Du 10 au 12 octobre, je serai à Banza, Congo. Et puis du 17 au 19 octobre, je serai à Lumumbashi. Je profite déjà pour ceux qui sont ici en RDC et qui suivent les différents webinaires. S'il vous plaît, il est temps que vous puissiez véritablement vous concentrer à vous inscrire et que dans le groupe, on arrête un peu avec des histoires d'arnaque et autres. Donc, on est loin de pouvoir faire cela. Et depuis un certain nombre de temps, comme on a dit, j'ai un programme à suivre et quand je suis cela, je viens. Qu'à cela ne tienne, quand j'ai un programme à suivre, si le pays ne suit pas, il n'y a pas de problème. Donc, c'est juste, s'il vous plaît, arrêtez un peu avec ça. Ça commence un peu à fatiguer, à voir l'arnaque partout. Et puis, pour ceux qui estiment que les $100, c'est cher, c'est pas grave. Le plus important, c'est que même le gratuit ne le serait pas. Donc, maintenant, par la suite, j'aurai donc une formation
Après la RDC, je serai donc à RCA en République centrafricaine du vendredi 24 au dimanche 26 octobre où nous avons donc une formation prévue là-bas en présentiel. Et par la suite, je serai à Bamako au Mali du 7 du vendredi 7 au dimanche 9. Bon, je tiens à le rappeler à ceux qui sont au niveau du Mali ici là. Cette date reste hypothétique parce que jusqu'au 20 septembre, si je ne vois pas une certaine mobilisation, je vais arrêter parce que j'ai beaucoup de choses aussi à faire à Abidjan. C'est un sacrifice en venant vers là. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a d'abord beaucoup à faire. Donc, si ceux du Mali ne sont pas prêts, c'est pas grave, je vais annuler. Et si d'ici le 20, vous ne portez pas une manifestation, on ne supplie pas les gens de pouvoir apprendre une connaissance durable. Donc, je pense qu'au niveau de la RDC et du Mali, c'est clair ainsi. Et puis, concentrons-nous sur l'essentiel. OK. Par la suite, j'ai une autre longue tournée, puisque pour les uns et les autres qui parlent, je m'adresse surtout à ceux qui sont au niveau du Mali. Cette tournée, j'avais prévu en début novembre au niveau de la Guinée. Donc, je vais revenir autre là. C'est un pays à très fort potentiel. Donc, je pense que si ils sont beaucoup plus réceptifs à cela, j'aurais donc fait une tournée où du 21 au 23, je serai à Koya, dans une localité de Conakry. Novembre, bien sûr. Du 28 au 30 novembre, je serai à Kindia. Et puis, du 5 au 7 septembre, je serai à Cancan. Et peut-être une quatrième, donc je n'ai pas eu à faire. Juste pour vous montrer qu'en plus d'être virtuel, on essaye d'être au plus près de vous pour pouvoir développer les véritables stratégies et transformer cela. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons des résultats spectaculaires et nous voulons encore faire 10 fois plus. Et le fait qu'on part aussi dans d'autres, pas dans d'autres localités, c'est pour donner cette même chance aux uns et aux autres. Donc, quitte à déjà ceux de N'Djamena sont la bienvenue parce qu'ils ont répondu déjà présent. Ceux de la RDC et du Mali, c'est à vous de voir. Sachez que bon, le monde évolue et puis on y va aussi avec. Donc, la balle est de votre camp. Donc, je vais revenir donc sur la thématique d'aujourd'hui. Ça, c'était juste la tournée pour montrer que nous faisons des travaux en virtuel et en présentiel. Maintenant, aujourd'hui, la thématique que nous allons employer, c'est les mauvaises herbes. Est-ce que les mauvaises herbes sont nos ennemis d'hier ou bien alliés d'aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant près de plusieurs dizaines d'années, on nous a appris à craindre et à détruire les mauvaises herbes. Mais la vérité est simple, la nature ne produit rien d'inutile, c'est ça le problème. Et je passe beaucoup plus de temps à vous expliquer ici, là, la valorisation des ressources locales. Il y a une personne qui a son micro allumé, pardon, qui l'arrête, afin que, merci. Que la personne met son micro, quelqu'un a son micro allumé, pardon, qu'il arrête. Je vous en prie, des interférences. Ok. Si le micro est toujours allumé, j'ai pas envie de quitter la page pour pouvoir le faire. Que la personne arrête son micro, je vous en prie. Donc, ces plantes que l'on arrache ou que l'on brûle sont en réalité des trésors cachés, capables soit de fertiliser nos sols, soit de protéger nos cultures contre les ravageurs, soit de renforcer la santé de nos plantes, et on va le voir. Et ce soir, nous allons changer votre regard par rapport à ces différentes mauvaises herbes. Quelqu'un a son micro allumé, pardon, qu'il arrête. L'objectif donc de ce webinaire, c'est de pouvoir, briser les préjugés, c'est-à-dire comprendre que les mauvaises herbes ne sont pas seulement des parasites, mais c'est aussi des ressources locales précieuses. Révéler leur potentiel caché, engrais verts, biopesticides, indicateurs de fertilité, ça il faut aussi le savoir. Et apprendre des méthodes pratiques et sécurisées. Comment transformer en allié pour pouvoir réduire nos coûts et augmenter nos rendements. Maintenant, l'autre chose que vous devez savoir, c'est qu'à la fin de ce webinaire, il faudra que celui qui sait utiliser les mauvaises herbes n'a plus besoin d'acheter autant d'engrais ou pesticides chimiques. Et c'est ce qu'on va aller voir. Donc, et nous disons, il ne faudrait pas détruire toutes vos différentes mauvaises herbes, il faudra les transformer. Donc, maintenant, par rapport à ce que je viens de faire, pour juste m'assurer que on me suit au niveau donc de cette petite introduction, j'ai donc un petit quiz. Le petit quiz, la question Q1, c'est ce que vous dites, oui. Pourquoi appelle-t-on ces plantes mauvaises herbes? Est-ce que c'est parce qu'elles sont toxiques?
Est-ce que c'est parce qu'elles poussent sans être sémées? B. C. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont aucune utilité? Et puis D. Parce qu'elles rendent toujours les sols stériles. Donc, vous allez donc choisir A. Pour la question Q1, si c'est A, vous mettez A. Vous mettez Q1, vous mettez A. Si c'est B, vous mettez B. Si c'est C, vous mettez C. Si c'est D, vous mettez D. Donc, avant que je ne continue, c'est juste pour m'assurer qu'on est ensemble. Donc, est-ce que, donc, pour le quiz, pourquoi appelle-t-on ces plantes mauvaises herbes? Est-ce que c'est parce qu'elles sont toxiques, parce qu'elles poussent sans être semées, parce qu'elles n'ont aucune utilité? Si c'est C, si c'est D, parce elles rendent toujours les sols stériles. Donc, je lis les commentaires là. Si c'est A, vous dites A. Si c'est B, vous dites B. Si c'est C, vous dites C. Et puis, je vais, voilà. Donc, oui, je lis, voilà, B, 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 B. Ok, super, oui, effectivement. Et puis maintenant, question vrai ou faux. Les mauvaises herbes peuvent devenir des ressources gratuites pour l'agriculteur. Vrai ou faux? Si c'est vrai, QD, vous mettez vrai. Si c'est faux, vous mettez faux. Et après, on va continuer. Je lis les commentaires. Vrai, 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 super. Merci pour vrai. D'accord. Merci. Merci pour vos différentes interactions. Oui, effectivement, comme on l'a dit, effectivement, les mauvaises herbes, comme vous l'aviez dit, c'est parce qu'elles poussent sans être semées. C'est pour ces raisons on l'appelle donc les différentes mauvaises herbes et parce qu'aussi elles entrent aussi en compétition avec les autres. Maintenant, tout n'est pas que mauvais au niveau donc de ces différentes mauvaises herbes. Donc, maintenant, les mauvaises herbes, est-ce que ce sont donc des déchets? La perception classique qui n'est pas tout à fait faux. C'est qu'on appelle mauvaise herbe, effectivement, parce qu'elle entre en concurrence avec nos cultures, comme vous l'aviez dit, parce qu'elles épuisent le sol, oui, parce qu'elles reprennent les ressources au niveau du sol, et parce qu'elles abritent parfois des ravageurs qui vont attaquer vos cultures, ça c'est vrai. Donc, ce qui fait, c'est que de manière classique, ce que l'on fait souvent, on les arrache, on les brûle ou on les détruit avec des produits chimiques. Donc, et pour résultat, donc, on a une perte de la biodiversité. On a des dépenses inutiles, on a des sols qui s'approviennent et qui sont fragiles. Donc, quand on combat les mauvaises herbes comme des ennemis, on se prive donc des vrais bénéfices. Maintenant, pour ce qui est de cette première partie, je vais mettre une première vidéo parce que j'aime bien procéder à cela pour que vous puissiez regarder donc, cette vidéo. Et après donc cette vidéo, je vais revenir sur la suite de la présentation pour que vous puissiez donc vous faire une idée des différentes mauvaises herbes et comment est-ce qu'elles peuvent donc être utilisées. Donc, je vais mettre la première vidéo, vous allez regarder attentivement et après, on va revenir par la suite pour ça. Pour ce qui est des questions, et autres, là, vous allez noter dans vos différents trucs et lorsque je vais ouvrir la séance des questions-réponses, vous allez répondre. Donc, Lorsque les agriculteurs utilisent des variétés hybrides et qu'ils utilisent des engrais chimiques, leurs cultures sont plus vulnérables aux attaques des insectes ravageurs. Leur distribution et dommages s'accentuent avec le changement climatique. Beaucoup d'agriculteurs utilisent des insecticides pour contrôler les insectes. Ces produits chimiques toxiques sont coûteux et on peut voir aucun effet. Ils polluent le sol et les eaux souterraines. Lorsque les insecticides sont pulvérisés sur les cultures, les humains et les animaux respirent ce air pollué et sont exposés aux produits toxiques à travers leur peau, leurs yeux et leur bouche, ce qui cause diverses maladies et même la mort. Les gens qui utilisent des pesticides sont exposés de différentes façons et cela engendre parfois de graves maladies. Ces maladies peuvent prendre du temps à se manifester. Alors, les gens ne sont pas toujours conscients
de la cause de leur maladie. Les insecticides sont à l'origine de beaucoup de maladies mortelles comme le cancer. Les hommes qui sont exposés aux pesticides pourraient devenir stériles et ne peuvent pas avoir des enfants. Il en est de même pour les femmes. Si les pesticides se retrouvent dans l'eau, celle-ci devient toxique et les animaux et les hommes qui la boivent peuvent tomber malades ou pourraient mourir. Les pesticides tuent beaucoup d'insectes, y compris les insectes utiles qui pollinisent et protègent nos cultures. Manger des légumes et des fruits pulvérisés par des pesticides est dangereux. Alors, les consommateurs achètent de plus en plus d'aliments biologiques sans produits chimiques. Dans cette vidéo, nous allons apprendre auprès d'agriculteurs du sud de l'Inde comment utiliser des plantes pour repulser les insectes. Mais avant cela, voyons comment nous pouvons en premier lieu éviter les insectes ravageurs. Utilisez des semences biologiques ou locales. Lorsque vous les semez dans des sols sains, vous obtiendrez des plantes saines et solides, moins vulnérables aux insectes ravageurs. Dans la nature, il existe beaucoup d'insectes qui nous aident en pollinisant nos cultures et en les protégeant des insectes ravageurs. Pour attirer ces insectes utiles, mettez des plantes à fleurs dans vos champs ou autour. Ou vous pouvez laisser des plantes sauvages pousser le long de vos champs. Dans la nature, vous remarquerez qu'il existe des plantes qui sont rarement ou jamais attaquées par les ravageurs parce qu'elles les repoussent. Je cultive du basilic comme culture intercalaire dans mon champ d'aubergines, de tomates et de piments pour réduire les attaques des mouches blanches. Celles-ci ne viennent pas dans le champ à cause de l'odeur du basilic. La culture intercalaire avec de l'oignon, de la menthe et de l'ail protège les cultures des pucerons et des papillons nocturnes. Ces cultures intercalaires rapportent aussi un revenu supplémentaire. En cultivant ce type de plantes entre vos cultures, vous pouvez éviter les attaques car elles dissuadent les ravageurs. Les insectes détestent les feuilles au goût amer et laiteuses. Ils n'aiment pas certaines odeurs. Alors, ils n'attaquent pas les feuilles de plantes aromatiques. Les plantes autour de notre champ ont des feuilles abondantes. Même le bétail déteste ces feuilles. Les insectes ne peuvent pas manger les feuilles ou sucer la sève. Celles-ci sont donc sans ravageurs. Mais si votre culture est attaquée par les insectes, vous pouvez préparer votre propre insectifuge en utilisant ces feuilles que les insectes détestent. Pour préparer 10 litres d'insectifuge à base de plantes, il est recommandé de faire un mélange d'environ 5 différents types de feuilles. Il vous faut 1 kg de feuilles contenant un latex laiteux comme Calotropis ou Jatropha. Ce jus laiteux est toxique pour les insectes, mais aussi pour le bétail et les humains. Alors, soyez prudents. Lorsqu'elle est pulvérisée sur une culture, l'odeur fait croire aux insectes que les plantes sont toxiques et ils n'attaquent donc pas la culture. Ajoutez 1 kg de feuilles amères comme le nîmes ou les noix de Malabar et 1 kg de feuilles que le bétail évite généralement, comme Hippomea ou le ricin commun. Ajoutez 1 kg de feuilles aromatiques comme le vitex ou l'eucalyptus et 1 kg de toutes autres feuilles qui ne sont pas affectées par les ravageurs et les maladies comme Pingam ou Morinda citrifolia. நான் ஒரு விவசாயி தழெல்லாம் போட்டு உரம் தயாரிக்கிறேன் அதனால Parfois, je n'ai pas de feuilles contenant de latex laiteux, alors j'ajoute 1 kg supplémentaire de feuilles amères. Vous ne devez pas vous inquiéter si certains types de feuilles ne sont pas accessibles.
On peut préparer cette solution avec les feuilles disponibles. En hachant ces feuilles, elles libèrent plus rapidement leurs odeurs. Mettez-les dans un récipient et ajoutez 10 litres d'eau. Une autre façon d'accélérer l'extraction des composés répulsifs des feuilles consiste à ajouter 1 litre d'urine de vache. Les bons microbes contenus dans l'urine se développent rapidement à l'ombre et expulsent vite la sève des feuilles. Placez donc le récipient dans un endroit ombragé et recouvrez-le. Remuez quotidiennement avec un bâton en bois propre. Au bout d'une semaine, les feuilles contenues dans le récipient changeront de couleur. Elles deviennent aussi légèrement pourries, ce qui indique que la solution est prête. Au bout d'une semaine, filtrez la solution à l'aide d'un tissu en coton ou d'un filtre. Vous pouvez conserver cet insectifuge dans un récipient hermétique pendant 2 mois. Après avoir filtré la solution, répandez le reste des feuilles au sol entre vos légumes ou arbres fruitiers pour améliorer la fertilité du sol. Lorsqu'il vous faut rapidement un extrait ou si vous n'avez pas d'urine de vache, vous pouvez préparer votre solution d'une autre façon, comme nous l'explique Malar Vizi. Pour obtenir l'extrait rapidement, mettez ces feuilles dans un grand pot. Versez 20 litres d'eau et faites bouillir jusqu'à ce qu'il ne reste que 10 litres. Puis recouvrez le pot et gardez-le dans un endroit ombragé. Le lendemain matin, filtrez la solution. Avant de pulvériser, mélangez 10 litres de l'extrait à 100 litres d'eau et 250 grammes de poudre d'asafoetida pour pulvériser 200 mètres carrés. Les insectes détestent l'odeur de l'asafoetida. Si vous utilisez le même type d'insectifuge, les insectes seront malins et s'y habitueront. Vous devez donc utiliser 2 types d'insectifuges. Asperger le premier insectifuge la première fois et l'autre la deuxième fois. En alternant les insectifuges, les insectes ne pourront pas attaquer vos cultures. Pour préparer un autre type d'insectifuge, prenez 250 g de gingembre, 250 g d'ail et 250 g de piment et broyez-les en une pâte. Le gingembre, l'ail et les piments sont très épicés. Alors, portez des gants lorsque vous préparez la solution. Versez 5 litres d'eau dans un pot de cuisson, mélangez bien la pâte dans l'eau et portez à ébullition. Une fois la solution cuite, ajoutez 1 litre d'urine de vache et laissez fermenter pendant une semaine. Au bout d'une semaine, filtrez la solution. Elle peut être conservée et utilisée pendant 3 mois. Avant d'utiliser la solution, il serait préférable de la rendre collante. Broyez finement un demi-kilogramme de feuilles d'hibiscus ou préparez un gel avec des feuilles d'aloe vera. Maintenant, voyons comment pulvériser l'insectifuge à base de plantes sur les cultures. Mélangez 1 litre de la solution à base de plantes à 10 litres d'eau et 500 ml de gel et pulvérisez sur la culture. Cette quantité est suffisante pour 200 mètres carrés. Dans le cas d'une attaque sérieuse par les ravageurs, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 litres de la solution à 10 litres d'eau. Surveillez votre champ quotidiennement. Pour un contrôle total des insectes, pulvérisez l'insectifuge au stade précoce de l'attaque. S'il n'y a pas d'attaque à la culture, une pulvérisation par mois serait suffisante comme mesure de prévention.
Je mélange du jus de citron à l'insectifuge. Le jus de citron irrite les insectes. J'ajoute 100 ml de jus de citron à 1 litre d'insectifuge pour avoir de meilleurs résultats. Qu'avons-nous donc appris? L'agriculture n'est pas une bataille contre la nature, mais un partenariat avec celle-ci. Plantez beaucoup de plantes à fleurs dans votre champ et autour pour attirer les insectes qui pollinisent et protègent vos cultures. Certaines plantes repoussent naturellement les insectes. Cultivez-les entre vos cultures pour dissuader les insectes. En connaissant les plantes sauvages qui poussent dans votre région, vous pouvez préparer un insectifuge à base de plantes sans frais. Mettez 5 kg de feuilles hachées, comme des feuilles contenant un latex laiteux, des feuilles amères et des feuilles aromatiques dans un récipient en plastique et ajoutez 10 litres d'eau. Ajoutez 1 litre d'urine de vache pour faciliter l'extraction des composés répulsifs. Placez le récipient à l'ombre et mélangez quotidiennement pendant une semaine. Il est préférable d'alterner 2 types d'insectifuges à base de plantes. Préparez un deuxième type d'insectifuge avec de la pâte de gingembre, d'ail et de piment. Faites bouillir la pâte dans 5 litres d'eau. Une fois la solution refroidie, ajoutez 1 litre d'urine de vache et laissez fermenter. Ces insectifuges peuvent être utilisés pour contrôler les ravageurs dans n'importe quel type de culture. Nous n'avons pas à dépenser d'argent pour acheter des pesticides. Les rendements sont plus élevés grâce à la présence d'insectes utiles. Les gens payent un bon prix pour les fruits cultivés sans pesticides car ils ont un bon goût. Ma femme prépare et vend l'insectifuge, ce qui rapporte aussi un revenu supplémentaire. Nous sommes donc très heureux. Ok, d'accord. S'il vous plaît, il y a certaines personnes qui ont le micro allumé. Et je vous prie de... Voilà. Il y a un bug avec ma machine. Oh. Ma machine a bugué, c'est pas. Ok. Je pense que c'est le display. Monsieur Traoré Désiré, s'il vous plaît, arrêtez votre micro. Ça qui crée des interférences. Ok, d'accord. Dites-moi, pardon, et je vais savoir si c'est que je suis avec les autres. C'est bon. Si les uns et les autres ont pu voir la vidéo que j'ai présentée, si c'est le cas, écrivez juste oui. C'est pour me rassurer. Pour les questions, ça sera après. D'accord, ok, c'est bon. C'était juste pour me rassurer. Ok, je vais donc... ok. On va donc continuer à notre présentation.
Pour les questions, j'ai dit, on va... Ok, s'il vous plaît, est-ce qu'on voit mon écran? Si c'est le cas, pardon, écrivez encore oui. C'est juste pour me rassurer pour que je ne fasse pas la présentation en vain. Est-ce qu'on voit mon écran? Ok, d'accord. Donc, c'était juste pour me rassurer. Ok. Maintenant, on vient tout à l'heure là de voir une vidéo de présentation des mauvaises apps et vous avez vu beaucoup de présentations qu'ils ont eu à faire là. Et maintenant là, c'est juste pour appuyer ce qui a été présenté dans la première vidéo. Euh, les mauvaises apps sont les ressources précieuses, c'est ce que vous devez savoir. Leur vrai rôle, les mauvaises apps, ils améliorent la fertilité du sol, donc ils ramènent des nutriments tels que l'azote, le phosphore, le potassium, le calcium au niveau de la surface. Et ce sont aussi des plantes qui permettent de pouvoir indiquer, on parle donc des bio-indicatrices, ils y permettent de pouvoir élever l'état du sol. Est-ce que il y a certains plants, lorsqu'ils poussent, euh, on peut savoir, est-ce que ce sont des plantes qui sont des sols qui sont acides? Est-ce que ce sont des sols qui sont compacts? Parce que quand c'est pouvoir compact, c'est ça. Est-ce que les sols sont pauvres? Il y a même lorsqu'on utilise les engrais, les pesticides, ils se développent après ça parce qu'ils indiquent la pauvreté du sol. Maintenant, il faut savoir que ces mauvaises herbes là on peut utiliser dans les premières matières premières gratuites. Il y en a celles qu'on peut utiliser pour fabriquer les engrais, les composts et les biopesticides. Et on peut aussi utiliser certaines repoussent les insectes et protègent les cultures. Pour le cas concret, par exemple, le Tithonia diversifolia dont on a longuement parlé, ça enrichit, c'est un engrais vert qui est riche en azote, phosphore, potassium. L'ortie, par exemple, stimule la croissance et éloigne les pucerons mouches blanches. Le Nîmes, c'est un répulsif et un insecticide naturel. L'amarante sauvage, elle est riche en minéraux et ça améliore le compost. Donc, ce que vous appelez mauvaise herbe peut devenir votre engrais, votre pesticide et votre allié le plus fidèle. Et la question que vous allez me poser, c'est comment est-ce qu'on peut pouvoir faire, pour pouvoir reconnaître ces différents éléments. L'une des premières choses que je vais vous dire, c'est qu'on va les classer en catégories. Quand on va donc les classer en catégories, et des catégories bien sélectives, chacun donc un rôle. La première catégorie, par exemple, on va donc les placer comme des plantes qui sont répulsives et anti-appétence. Je vais expliquer ce que c'est. Donc, certaines herbes, mauvaises herbes, dégagent des odeurs fortes qui perturbent l'odorat des insectes. Et elles agissent comme des barrières olfactives, c'est-à-dire ces ravageurs ne trouvent plus les cultures. Donc, en mettant ces herbes, ces différentes plantes-là dans nos différents champs, leurs odeurs, ça repousse et ça leur fait perdre l'appétit. Exemple, on a la basilic, les citronnelles, les nimes qui éloignent quoi? Les pucerons, les mouches blanches et les moustiques. Et par exemple, les menthes, les menthes ou les thanasies, eux, ils perturbent donc les chenilles. Vous voyez qu'il y a un rôle répulsif et anti-pétence. Basilic, citronnelle, nîmes, ce sont les choses qu'on encourage à pouvoir mettre dans les différents champs pour pouvoir repousser les pucerons, les mouches blanches et les moustiques gratuitement. On peut mettre en bordure sur les lignes de semis, c'est ce que nous faisons ici en Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a d'autres plantes qui ont ce qu'on appelle une toxicité sélective. Ça veut dire quoi? Que ces plantes-là rassemblent dans leurs molécules. Donc, lorsqu'on fait dans leurs molécules, ces molécules-là tuent et paralysent les ravageurs sans toutefois tuer l'homme ni les abeilles. Donc, et ils ont donc des actions spécifiques sur les insectes, les acariens et les nématodes. C'est le cas par exemple des nimes. Et la molécule donc la nime, les nimiers représentent, c'est donc ce qu'on appelle donc l'azadiraktine. Et son rôle c'est quoi? C'est
ce qui fait à ce que son rôle, c'est donc de bloquer la croissance des insectes. Après, on a la tagette qui réduit donc les nématodes à gale au niveau du sol, qui est une autre plante. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir retenir, c'est qu'ils ont une odeur qui dérange, les insectes et pour à devenir donc, grâce à leur odeur, ça dérange non seulement les insectes et cela maintenant peut servir aussi de protection gratuite pour les paysans. Donc, ça, vous voyez que si vous mettez seulement les plantes repulsives au niveau du truc, ce n'est pas juste les produits, les engrais liquides, les produits, les biopesticides comme pulvérise, mais on peut juste s'aimer donc les plantes qui ont des propriétés à pouvoir repousser et ça pourra donc réduire les ravageurs tels que les insectes, les acariens, les nématodes. Après, maintenant, on a maintenant des plantes qui, parce que vous devez comprendre, c'est en plusieurs catégories. Certaines mauvaises herbes ont des propriétés bien précises et non pas tout. C'est pour ça que je prends donc le cas pour pouvoir vous expliquer un peu ce qu'il en est. On a ceux qui sont antifongiques et antibactériens. Exemple, ceux qui sont antifongiques naturels. Certaines herbes contiennent donc des molécules qui stoppent la germination des champignons pathogènes. Comme vous pouvez voir à l'image là, on a parfois des taches jaunes avec des trucs bruns à l'intérieur, ce sont dans l'anthracnose, ce sont des champignons. Et ils empêchent donc la propagation des maladies comme le mildiou, l'oïdium et l'anthracnose, comme vous voyez à l'image là. L'exemple, l'ail loignon, qui renferme quoi? La lysine, qui est un puissant antifongique. On a la prêle, qui est une mauvaise herbe, on verra ça un peu plus devant, qui est une plante aussi, très riche en silice, qui renforce donc les parois cellulaires, ce qui empêche donc les maladies bactériennes, les maladies fongiques de se développer. Maintenant, on a le basilic et les feuilles, les plantes d'eucalyptus qui limitent donc les moisissures. Donc, basilic sauvage et eucalyptus qui limitent donc les moisissures. Vous voyez que dans la catégorie des plantes donc antifongiques, antibactériens, on a donc l'ail loignon, antifongique d'abord, on a l'ail loignon, la prêle, la basilic, l'eucalyptus. Maintenant, les plantes qui permettent de lutter contre les bactéries. Et certaines de ces substances-là, ça bloque donc la multiplication des bactéries pathogènes et utile contre les flétrissements, les chancres et les taches bactériennes. On a l'ail, le gingembre, les nimes qui limitent donc les maladies bactériennes. Donc vous voyez que les mauvaises herbes sont comme des pharmacies vertes, elles éloignent donc nos différentes plantes de l'intérieur. Et l'autre chose qu'il faudrait savoir, c'est qu'on a eu à prendre des exemples ici. Dans notre document aussi, 111 plantes, on a eu à montrer d'autres plantes comme les phobias, comme le sécoutouré, comme le bokassa, qui sont des plantes qui poussent, le mimosa. On a eu à montrer ça en détail. Leurs différents rôles et utilités pour les cultures est bien défini. Donc, par rapport donc à ceci, je vais donc poser la question pour juste m'assurer que on est ensemble, on écoute dans les différentes présentations. Donc, le quiz numéro 2, qui sera que fait-on généralement des mauvaises herbes? On les arrache ou on les brûle? On les garde toujours au champ? On les récolte pour les vendre ou on ne s'en occupe pas? Ça serait donc le quiz 1. Qu'est-ce qu'on fait généralement des mauvaises herbes? Donc, si c'est A, on les arrache et on les brûle. Si c'est B, on les garde toujours au champ. Si c'est C, on les récolte pour les vendre. Si c'est D, on ne s'en occupe pas. Donc, répondez dans le chat juste pour m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde et après on va continuer. Donc, je lis les commentaires. Est-ce qu'on m'écoute dans les différents chats? Ok, d'accord, oui, je vois. Donc, A, B, A, d'accord. Donc, oui. Donc, ça veut dire que, ok. Jusqu'ici, c'est bon, d'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, on va revenir sur... D'accord, oui. Bon, généralement, on les arrache ou on les brûle. C'est ce qu'on fait généralement des mauvaises herbes. Maintenant,
la quiz 2 avant de continuer à passer donc à la prochaine étape. Parmi ces rôles, lequel n'a pas un rôle positif des mauvaises herbes? Bon, parmi ces rôles, lequel n'est pas un rôle positif des mauvaises herbes? A. Améliorer le sol. B. Servir de matière première pour les biointrants. C. Attire les insectes bénéfiques. D. Détruire définitivement la fertilité du sol. Bon, parmi ces rôles, lequel n'a pas un rôle positif? N'est pas un rôle positif des mauvaises herbes. A. Est-ce que c'est le fait que ça n'améliore pas les sols? 2. Est-ce que ça sert de matière première pour le biointrant? C. Est-ce que ça attire les insectes bénéfiques? Et D. Est-ce que ça détruit définitivement la fertilité du sol? Donc, je lis les commentaires et après, je vais passer donc à la prochaine fois. Si c'est A, B, C et D, rapidement, on répond et puis on revient pour le quiz 2. Donc, je lis vos commentaires, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. A, B, C, oui, C, D, D, D. OK. C, d'accord, oui. Donc, ici, oui, c'est le D, détruise définitivement la fertilité des sols. Donc, pour le quiz 1, que fait généralement les mauvaises herbes? La réponse est on les arrache ou on les brûle. Et pour le quiz 2, parmi ces rôles, lequel n'est pas un rôle positif des mauvaises herbes? C'est le D, détruisent définitivement la fertilité donc des sols. Elles créent des compétitions pour la fertilité, mais ne détruisent donc pas la fertilité de ces différents sols. OK, merci. Ça prouve que on est donc ça prouve que les uns et les autres, on est donc ensemble. On va donc poursuivre. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise donc des plantes pour les défenses naturelles et des anti-stress? Bon, avant de venir ici, je vais mettre une vidéo, une deuxième vidéo, avant de faire la démonstration de ceci, que vous allez suivre attentivement parce que ça concerne un peu cela. Ça concerne un peu ce qui va suivre. Comme ça, en suivant la vidéo, vous serez déjà un peu dans le rythme de ce qu'on veut vouloir faire parce que certains plats ont des propriétés qu'on peut utiliser. Donc, vous écoutez attentivement et après, je reviens. Les insectes nuisibles peuvent endommager la plupart des cultures et réduire considérablement les rendements. Bien que les pesticides chimiques soient souvent vulgarisés, ils sont coûteux et peuvent être nocifs aux humains et aux animaux. Les pesticides tuent les insectes utiles qui mangent et tuent les ravageurs. Les pesticides contaminent également le sol et l'eau. Auparavant, nous appliquions beaucoup de pesticides chimiques sur nos cultures et dépensions beaucoup d'argent. Au début, notre rendement était bon, mais avec le temps, nous avons vu les effets secondaires. À cause des pesticides chimiques, il y avait moins d'insectes bénéfiques comme les abeilles et les rendements ont progressivement diminué. Les pesticides organiques à base de plantes sont une excellente alternative aux pesticides chimiques. Les pesticides botaniques contiennent des substances naturelles qui contrôlent les ravageurs. Mais comme avec tous les pesticides, pulvérisez uniquement lorsque cela est absolument nécessaire et uniquement sur les plantes que vous savez être affectées par des ravageurs. Les agriculteurs indiens préparent divers types de pesticides à base de plantes biologiques telles que l'huile de Nîmes et la solution d'ail. Les pesticides à base de plantes sont coûteux et faciles à utiliser. Ils ne laissent aucun résidu sur les plantes. Si nous utilisons ces pesticides sur nos cultures, notre production est plus rentable. Maintenant, nous n'achetons que des pesticides chimiques.
केमिकल्स कीटकनाशके वापरण्याची गरज भासत नाही. Le Nîmes est un arbre qui contient un pesticide naturel. खूप वर्षापासून आम्ही Les arbres de Nîmes sont utilisés depuis de nombreuses années. Nous utilisons ces feuilles ou son écorce pour notre santé. Les feuilles de Nîmes sont également très utiles pour préserver les graines stockées des ravageurs. धान्याला कीड लागत नाही. Le Nîmes a des effets différents sur les ravageurs. Il décourage les insectes à s'alimenter en donnant un goût désagréable aux plantes. Et si les insectes arrivaient à attaquer, ils n'arrivent plus à grandir et pondre. Contrairement à la plupart des insecticides botaniques, les plantes peuvent absorber l'extrait de Nîmes par leurs racines et leurs feuilles pour ensuite le partager au tissu. Pour cette raison, le Nîmes peut aider à lutter contre les ravageurs tels que les mineuses de feuilles qui se nourrissent à l'intérieur des feuilles et ne sont souvent pas touchées par les pulvérisations qui ne couvrent que l'extérieur de la plante. Vous pouvez utiliser les feuilles de Nîmes, mais les graines contiennent beaucoup plus de pesticides naturels. Dans cette vidéo, nous apprendrons à préparer l'extrait de graines de Nîmes qui protège les cultures contre les ravageurs. Cet extrait n'est pas nocif à l'environnement car il se décompose naturellement. L'extrait de Nîmes lutte contre les ravageurs comme les pucerons, les mouches blanches et les cicadelles. Ces insectes ont la peau fine et sucent du jus des plantes ou mangent les plantes, alors ils sont facilement affectés par le Nîmes. Les abeilles et autres insectes bénéfiques ne sont pas touchés par le pesticide naturel. Il est facile de produire un extrait à partir de la graine sans équipement spécial. Voyons maintenant comment préparer un extrait de graines de Nîmes. Le Nîmes porte des fruits une fois par an. Ramassez les fruits de Nîmes quand ils sont encore frais. Le fruit de Nîmes est initialement vert et devient progressivement jaune une fois mûri. Utilisez uniquement les fruits complètement mûrs qui sont tombés de l'arbre. Vous pouvez également ramasser les fruits de Nîmes qui sont tombés et ont déjà vécu naturellement. Prenez un seau avec de l'eau propre et trempez les fruits de Nîmes pendant 24 heures. Cela facilitera le retrait de la coque et de la pulpe. Au bout de 24 heures, retirez la coque et la pulpe du fruit du Nîmes jusqu'à obtenir les graines de Nîmes propres. Vous pouvez utiliser la coque et la pulpe pour faire du compost. Étalez les graines de Nîmes au soleil sur une toile plastique ou un tapis jusqu'à ce qu'elles soient complètement sèches. Vous pouvez stocker les graines de Nîmes séchées dans un sac en tissu jusqu'à ce que vous ayez environ 5 kg. Chaque fois que vous voulez préparer un extrait de graines de Nîmes, prenez 5 kg de graines de Nîmes séchées et broyez-les en poudre.
Portez un cache-nez en broyant les graines de Nîmes, car la poussière peut provoquer des nausées ou des vomissements. Mélangez la poudre broyée dans 10 litres d'eau dans un récipient ou un seau. Ne jamais utiliser un récipient en métal et un mélangeur car il rouille facilement. Et ajoutez 20 cuillères à soupe de savon naturel en poudre. Gardez la solution pendant 24 heures à l'ombre. On ajoute du savon en poudre à la solution, car le savon fera en sorte que l'extrait de graines de Nîmes se colle aux feuilles et s'étende mieux sur les feuilles. Après 24 heures, agitez la solution avec un bâton en bois et filtrez-la. Il est nécessaire de filtrer la solution 2 ou 3 fois à l'aide d'un tissu en coton, car si de petites particules restent dans la solution, cela bloquera le bec du pulvérisateur. Après avoir filtré, vous pouvez utiliser le résidu restant dans votre compost. Mélangez 10 litres de l'extrait filtré avec 90 litres d'eau. C'est suffisant pour pulvériser un art ou un peu moins d'un demi-hectare. Si le pulvérisateur contenait auparavant des pesticides chimiques, lavez-le correctement à l'eau savonneuse avant d'y mettre la solution. Veuillez porter un masque de protection lorsque vous pulvérisez la solution, car si cette solution pénètre dans votre nez ou votre bouche, elle peut provoquer des nausées ou des vomissements. Pulvérisez la solution avant la floraison et au moment de la formation des gousses ou des grains. L'application d'extrait de Nîmes ne tue pas immédiatement les ravageurs. En fait, les effets visibles ne peuvent être observés qu'au bout de 7 à 10 jours. Mais ne vous inquiétez pas, les insectes adultes ne se reproduiront plus. L'attaque des ravageurs ne sera donc pas grave et les dégâts seront réduits. Pour une lutte fiable et satisfaisante, pulvérisez votre culture au début de l'attaque des ravageurs. Les produits à base de Nîmes se décomposent assez rapidement, généralement au bout de 5 à 7 jours au soleil et dans le sol. Lavez-vous les mains après la pulvérisation.
De fortes pluies, quelques jours après la pulvérisation, peuvent laver le Nîmes des plantes. Vous pouvez pulvériser la solution tous les 7 à 10 jours. Pulvérisez plus souvent pendant la saison des pluies. Nous pulvérisons toujours le matin entre 7 heures et 9 heures ou le soir après 16 heures car il y a moins de vent et il fait moins chaud. Pour obtenir les meilleurs résultats, ne pulvérisez qu'en période de vent faible. Si vous utilisez l'irrigation par aspersion, pulvérisez la solution de Nîmes après l'arrosage, sinon l'irrigation emportera toute la solution. Voyons ce que nous avons appris. Les pesticides à base de plantes sont une excellente alternative aux pesticides chimiques. Le Nîmes est l'arbre le plus utile pour la production de pesticides à base de plantes. Récoltez des fruits mûrs de Nîmes et laissez-les tremper pendant 24 heures dans l'eau. Retirez la pulpe du fruit du Nîmes. Séchez les graines de Nîmes au soleil. Broyez les graines séchées en poudre et mélangez-le avec de l'eau. Vous pouvez ajouter du savon naturel en poudre pour un meilleur effet. Gardez la solution pendant 24 heures à l'ombre. Filtrez l'extrait de graines de Nîmes à l'aide d'un tissu en coton. Mélangez 10 litres de l'extrait filtré avec 90 litres d'eau pour pulvériser un art. Pulvérisez le matin ou le soir pour un meilleur résultat. Évitez de pulvériser quand il pleut. S'il pleut juste après la pulvérisation, vous devez peut-être appliquer à nouveau. Le Nîmes peut être irritant. Gardez la poudre de Nîmes et la solution loin de vos yeux et de votre nez. Lavez-vous les mains après l'avoir utilisé. L'extrait de graines de Nîmes est un pesticide naturel à faible coût et facile à utiliser. Ce n'est pas nocif aux humains, aux animaux et aux insectes utiles. Ok, d'accord. Ok, d'accord. J'espère que les uns et les autres, on peut capter un certain nombre de choses que depuis nous sommes en train de pouvoir faire. S'il vous plaît, je sais pas si il y a mon truc bug là. Oh. Ok, dis-moi, est-ce que vous voyez mon écran, l'écran que je partage? Parce que c'est un peu. Si c'est le cas, écrivez en commentaire oui pour que je puisse continuer. J'ai partagé mon écran là. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que les uns et les autres sont là? Je sais pas si- Vous voyez? Oh, ok, d'accord. C'était juste pour me rassurer. D'accord, c'est bon. C'était juste pour me rassurer pour que je ne puisse pas faire des présentations. Ok, merci. Merci. Pardon? Ok.
Ok, d'accord. On va donc continuer. Coupez le micro, je vous en prie, et puis on va continuer. Donc, la vidéo que je viens de vous montrer là, c'est pour montrer que on peut utiliser plusieurs parties de ces différents trucs. Ça peut être les écorces, ça peut être les graines, ça peut être des poudres, ça peut être les différentes feuilles. Et alors ici là, il faudrait savoir que pour activer certaines défenses et autres là, donc l'induction des défenses naturelles. Certaines préparations donc stimulent les plantes pour activer leur propre système immunitaire. Et les plantes deviennent plus résistantes aux maladies, aux attaques. Par exemple, si on utilise dans l'ortie, le titonia et l'ail, et ils déclenchent la résistance systémique donc du système. Il y a d'autres plantes qui ont plutôt des effets anti-stress, c'est-à-dire ils réduisent donc l'effet négatif lié à la chaleur, à la sécheresse ou à l'excès d'eau. Et il y a des bioextraits qui renforcent plutôt la vigueur et la résilience aux cultures. Exemple, les algues marines si c'est disponible, l'ortie ou la consoude qui sont eux des anti-stress et des stimulants de croissance. Et alors donc, avec les biopesticides, vos plantes n'attendent pas à être malades, elles se préparent à se défendre seules. Donc, en faisant cette solution aussi, ça joue aussi un rôle euh, de prévention. Et l'autre chose que j'aimerais qu'on puisse aborder ici là, c'est que on a vu là les propriétés. Il y a certaines molécules que les plantes donc ces mauvaises herbes ont et qu'il faudrait qu'on puisse même comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on peut les combiner, les différentes associations. Par exemple, il y a des plantes qui sont riches donc en alcaloïdes et lactones. Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, les plantes qui sont riches donc en alcaloïdes sont des molécules amères, souvent toxiques pour les insectes et certains ravageurs. Exemple donc les feuilles de ndolé, les feuilles de papaye. Ça, ils ont donc ces molécules papaïnes qui sont donc toxiques pour les insectes et les ravageurs, pas pour l'homme. On a maintenant d'autres plantes comme, qui contiennent des molécules comme les lactones. Eux, ce sont des substances végétales qui perturbent le système nerveux et digestif de ces parasites-là, donc leur manière d'agir. Et la transforme donc ces plantes en barrières chimiques naturelles. Donc, parmi donc les plantes, que ce soit alcaloïdes ou lactones, elles empêchent donc les plantes, quand on dit qu'elle est antipétante, ça empêche les insectes de pouvoir avoir l'appétit pour pouvoir se nourrir nos différents plantes. Donc, ce qui fait, c'est que ça empêche donc ces insectes de pouvoir s'alimenter sur nos cultures et de pouvoir causer plus de dégâts. Et aussi, cela permet d'avoir une protection rapide et efficace sur les feuilles et les fruits des plantes. On a donc des plantes qui ont des effets toxiques ou paralysants, donc qui perturbent la croissance et le développement des insectes. Certains meurent, d'autres deviennent incapables de se reproduire, d'autres font donc des protections prolongées, même après application, et les molécules restent actives plusieurs jours. Donc la plante est protégée sur une longue durée. Par exemple, le Nîmes qu'on vient de voir là, quand on dit que ça reste 6 à 7 jours. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ça bloque donc la mue et la reproduction des insectes, comme on vient de voir. Et c'est très efficace contre les pucerons, mouches blanches, criquets. On a par exemple les feuilles de tabac qui renferment la nicotine, qui est un neurotoxique naturel, qui paralyse donc les insectes et agit rapidement. Mais qu'il faudra manier avec précaution parce que s'il y a beaucoup de toxines, ça serait plutôt encore plus toxique pour l'homme et certains insectes non désirables qui ne sont pas nuisibles, utiles pour l'homme. Ce qui fait que ces molécules sont donc des gardiens invisibles. Elles coupent l'appétit des ravageurs et empêchent à ceux-ci de pouvoir nuire. À côté des propriétés donc alcaloïdes ou bien à côté des propriétés alcaloïdes ou de lactones, on a aussi d'autres propriétés qui sont donc saponines, tannins et flavonoïdes. Pourquoi est-ce que je vous explique ça? C'est parce qu'il faudrait que lorsque pour les uns et les autres qui prendront le document, il faudra comprendre ces différentes propriétés-là et ce qu'ils font. Par exemple, la saponine sont des substances végétales qui moussent, comparables à du savon naturel. On va vous montrer les exemples tout à l'heure. Par exemple, le tanin sont des molécules amères
qui est astringente, qui sont présentes dans les écorces et les feuilles. Je vous donnerai les exemples en bas. Et les plantes flavonoïdes, ce sont donc celles qui ont des pigments végétaux protecteurs, donc ce sont des puissants antioxydants. Et lorsque ces trois familles travaillent ensemble pour protéger les plantes et stimuler sa résistance, ce qu'il faudrait savoir, c'est quoi? C'est que les substances qui sont végétales moussantes et comparables à du savon naturel, la saponine, ils ont donc une action insecticide douce. Donc, elles détruisent la peau de certains insectes. Elles ont un effet antifongique, donc elles limitent la germination des champignons tels qu'on a vu en haut. Et ils forment une mousse qui aide la préparation à mieux adhérer aux plantes. Pour qu'après, quand il y a pluie, ça puisse ne pas laver rapidement. Et je vais vous revenir sur des exemples un peu plus bas. Maintenant, le tanin a un pouvoir astringent, c'est-à-dire que ça resserre les tissus et empêche la pénétration des microbes. Donc, ça veut dire que ça fortifie la peau, la paroi des feuilles pour que les différents ravageurs et maladies n'attaquent pas. Ça réduit la croissance des champignons et des bactéries. Et souvent, elle est présente dans les écorces des arbres comme le manguier, les grenadiers, les chênes ou le nîmes comme on a eu à voir. Et les flavonoïdes, qui est la troisième type donc d'éléments, sont les antioxydants naturels, c'est-à-dire ça neutralise le stress oxydatif, donc empêche les plantes qui ont besoin d'oxygène de se développer, donc ça se développe. Ça stimule la défense naturelle des plantes, donc les plantes peuvent se défendre elles-mêmes lorsqu'elles absorbent donc les flavonoïdes. Et ça protège contre les maladies et renforce donc la vigueur de ces différentes plantes. Donc, les exemples concrets, par exemple, des écorces, les écorces des mangues et des grenadilles sont riches en tanin, donc ça a un effet antifongique. Les graines de quinoa, de soja ou de fenugrec sont riches en sapotine, donc effet insecticide. Les feuilles des agrumes, des papayes et des moringa sont des puissants flavonoïdes, donc puissants stimulants immunitaires. Donc, ce qui fait ce que si on a donc une combinaison donc de ces flavonoïdes, on a la combinaison de ces saponines et puis aussi de ces tanins. Donc, ce trio, donc, ça agit comme un bouclier. Non seulement il nettoie, il protège et renforce les plantes naturelles. Et donc, ce qui fait donc que c'est un excellent donc, élément pour pouvoir permettre donc le développement des plantes. Je vais donc faire un quiz donc pour savoir, d'après ce que je viens d'expliquer, quelle est l'action principale des plantes répulsives comme le basilic, le citronnelle et le nîmes? Est-ce qu'elles nourrissent les plantes? Est-ce qu'elles perturbent l'odeur des insectes? Est-ce qu'elles attirent les insectes ou est-ce qu'elles tuent directement les champignons? Donc, vous me répondez en commentaire le quiz numéro 3 pour m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde est de savoir quelle est l'action principale des plantes répulsives. Est-ce que les basiliques, les citronnelles, les nîmes, est-ce qu'elles se nourrissent des plantes? Est-ce qu'elles perturbent l'odeur des insectes? Est-ce qu'elles attirent les insectes? Est-ce qu'elles tuent directement les différents champignons? Je lis les commentaires, comme on a dit, juste pour m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Si c'est A, vous répondez A. Si c'est B, vous répondez B. Si c'est C, vous répondez C ou D. Après, on continue. D'accord, B, super. Donc, merci B pour ceux qui ont donc répondu. Ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde. Et la deuxième question, les biopesticides peuvent aussi activer les défenses naturelles de la plante, remplacer l'eau d'irrigation, empêcher les plantes de fleurir ou bien supprimer la photosynthèse. Si c'est A, vous répondez A. Si c'est B, vous répondez B. Si c'est C, vous répondez C. Si c'est D, vous répondez D. Les biopesticides peuvent aussi activer les défenses naturelles de la plante, remplacer l'eau d'irrigation, empêcher les plantes de fleurir ou supprimer la photosynthèse. Donc, répondez si c'est A, vous dites, si c'est B, vous dites, si c'est C, vous dites, si c'est D, vous dites, et après, on va continuer la présentation. D'accord, je lis les commentaires A, d'accord, merci. Pour les uns, oui, effectivement, donc, la réponse, c'est A. Je vais donc continuer la présentation de ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà.
Maintenant, dans l'autre vidéo, là, on a vu par exemple des plantes qui sont des latex, des acides organiques ou des cendres alcalins. Donc, on parle toujours de saponine, de tannin et de flavonoïdes. Donc, ça, comme on a vu les différentes écorces, les plantes et puis autres. Maintenant, les latex, ce sont des liquides blancs ou colorés sécrétés par certaines plantes comme les papayers ou bien le Phobia ita, dont on verra. Maintenant, les acides organiques sont les acides citriques comme le vinaigre, acide oxalique, présents dans diverses plantes et fruits, comme les agrumes, que nous avons vu. Et puis, on a aussi des cendres alcalines qui, obtenues après qu'on a brûlé les plantes ou les résidus, sont riches en sels minéraux, potasse et calcium. Ces trois éléments sont des armes naturelles contre les ravageurs et les maladies, tout en enrichissant le sol. On va prendre donc le rôle principal, par exemple, le latex. Elle a un effet collant, donc ça bouche les trous laissés par les insectes foreurs. Elle a les propriétés insecticides, donc toxiques pour certains ravageurs, pucerons, chenilles. Et elle peut empêcher la germination de certaines graines adventistes. Alors que la deuxième propriété, ceux qui sont acides organiques, ils ont une action désinfectant naturel antibactérien, antifongique. Elles réduisent le pH à la surface des feuilles, qui est défavorable aux microbes, et elle est utilisée pour limiter la moisissure et certaines pourritures. Et maintenant, ces cendres alcalines sont très riches en potassium, calcium, en silicium, qui sont des engrais minéraux. Et l'autre chose, c'est aussi qu'elles ont un pouvoir alcalinisant, donc ça modifie le pH, ce qui est défavorable aux champignons et aux insectes, donc la cendre. Et aussi, elles agissent comme des insecticides de contact, donc ça dessèche les larves et les limaces des escargots. Exemple concret, le papayer et le phobia renferment donc des liquides insectes qui sont utiles contre les pucerons et les cochenilles. Alors que le vinaigre naturel, traitement préventif contre les maladies foliaires, et la cendre à base de boîte à musée, saupoudrées sur les feuilles sont des anti-limaces et anti-pucerons. Les cendres dans le sol améliorent la fertilité. Donc, vous voyez que tous ces différents éléments-là entrent. Donc, ce qui passe, c'est que du latex collant aux cendres minérales, la nature nous offre un arsenal complet pour protéger nos cultures et nourrir aussi nos différentes cultures. Donc, ça, c'est pour ce qui est donc des différents éléments, comme nous l'avons vu. Et avant d'entamer donc l'autre phase de notre présentation donc, de ces différents éléments, je vais mettre une troisième vidéo que vous allez donc prendre acte de cette troisième vidéo, toujours pour enrichir tout ce qu'on est en train de faire, afin de mieux comprendre un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Les gens aiment manger les légumes qui sont une importante source de vitamines et de minéraux. Comme les consommateurs achètent maintenant plus de légumes, les agriculteurs aussi en produisent plus pour gagner plus d'argent. Mais certains insectes comme les cochenilles peuvent causer des dégâts importants aux légumes. Avant d'apprendre auprès des agriculteurs de l'Inde comment gérer ces insectes ravageurs, examinons tout d'abord comment les cochenilles vivent et quels dégâts elles causent. Au début, les cochenilles apparaissent en petit nombre. Plus tard, elles se recouvrent de cire. Il est donc difficile de les tuer. Elles se propagent aux fruits, à la tige et aux feuilles et peuvent même anéantir toute la récolte. Habituellement, on aperçoit les cochenilles sur les plantes. Leurs corps sont recouverts d'une couche de cendre et de farine. Bien que les cochenilles soient petites, la plante va donner moins de fruits car elle suce la sève des feuilles vertes. Pour un novice, les cochenilles et les mouches blanches peuvent se ressembler, mais toutes les deux doivent être gérées différemment. Il est donc important de distinguer les cochenilles des mouches blanches, comme nous l'explique un agriculteur expérimenté.
Habituellement, les mouches blanches ne volent pas l'après-midi. Si on se rend au champ, le soir ou le matin, on peut voir des mouches blanches. Mais quand on cueille les fruits et qu'on sent qu'ils sont infectés, quand on inspecte les feuilles collantes, on voit des taches blanches à l'arrière. Quand on les écrase, nos mains deviennent aussi collantes. Alors, on sait qu'il s'agit de la cochenille et on prépare une solution pour pulvériser. Au fur et à mesure que les cochenilles sucent la sève de la plante, les jeunes feuilles et les fruits se dessèchent et la plante pousse lentement. Les cochenilles sucent la sève et excrètent un liquide sucré et collant appelé miella. De la moisissure noire peut se former sur ce liquide sucré et réduire le rendement de la plante. Les cochenilles ne peuvent pas voler, mais elles sont propagées par les fourmis, l'équipement agricole et les humains. Les cochenilles se multiplient rapidement et causent plus de dégâts en saison sèche et pendant la chaleur. Les fortes pluies les nettoient des plantes et les tuent. Quand la pluie tombe, les cochenilles sont emportées. La pulvérisation de produits chimiques contenant un agent collant peut aider à contrôler les cochenilles, mais elles vont réapparaître. Seules des pluies continues vous apporteront un soulagement. Maintenant que nous savons comment les cochenilles vivent, examinons comment les contrôler. Des agriculteurs de Tamil Nadu, dans le nord de l'Inde, vont nous montrer comment ils contrôlent les cochenilles dans les légumes. Cette même méthode peut être utilisée pour les cultures fruitières. Au stade précoce de l'attaque par les cochenilles, enlevez les plantes ou les brindilles infectées et compostez-les. La cochenille sécrète une substance ressemblant à du miel. Les fourmis des colonies avoisinantes viennent manger cette substance sucrée, puis elles chassent les insectes utiles qui tuent les cochenilles. Nous savons que nous avons des cochenilles quand nous voyons les fourmis. Quand nous voyons les fourmis ramper sur les plantes, alors nous savons qu'il y a des cochenilles. Pour contrôler ces fourmis, nous appliquons un produit aux colonies de fourmis et les déterrons. Cela aide à contrôler les fourmis. Les fourmis transportent les cochenilles d'un endroit à l'autre. Comme les fourmis transportent les cochenilles d'une plante à l'autre, recherchez les nids au sol des fourmis rouges ou noires et détruisez-les. Traditionnellement, les agriculteurs mélangent une quantité égale de jus de citron vert pressé avec de l'eau et l'aspergent sur les nids de fourmis pour les contrôler. Nous pouvons aussi libérer des prédateurs utiles, comme les coccinelles, qui sont rondes et rouges ou jaunes et ont des taches noires. Mais attention, les insecticides tuent les coccinelles. Alors, mieux vaut ne pas pulvériser votre jardin si vous voulez qu'il y ait un grand nombre de coccinelles. Vous pouvez aussi acheter des coccinelles auprès d'une station de recherche à proximité, de l'université agricole ou auprès de votre agent de vulgarisation. Vous pouvez libérer 500 coccinelles dans 1 hectare. Avant, j'ai essayé de contrôler les cochenilles avec des produits chimiques. Au début, ça a marché, mais les cochenilles ont réapparu. Certains de mes amis m'ont recommandé de la résine d'huile de poisson. J'en ai acheté dans le magasin de produits biologiques et pulvérisé. Même si j'ai pulvérisé tard, j'ai eu un contrôle total. Ça coûte aussi 40% moins cher que les produits chimiques et le résultat est bon. Quand nous apercevons des cochenilles sur notre culture, nous pulvérisons de l'eau à l'aide d'un pulvérisateur à main ou un pulvérisateur à dos pour éliminer les insectes. Le puissant jet de pulvérisation fait tomber les cochenilles des plantes et elles meurent. Vous pouvez aussi contrôler les cochenilles en pulvérisant un extrait de diverses feuilles au goût amer disponibles localement. Le goût amer empêche une nouvelle attaque de la plante par les cochenilles.
Ramama Murthy prépare un extrait de feuilles à partir d'1 kg de feuilles amères composées de quantités égales de feuilles de 5 plantes différentes. J'utilise un extrait de feuilles de Vitex negundo, de Justicia adatoda, de Pongamia glabra et d'autres feuilles amères. On peut ajouter des feuilles de 5 différentes plantes au plus, mais il vous faut au moins 5 différentes plantes. Ajoutez les feuilles à de l'urine de vache. Ou si vous n'avez pas d'urine de vache, vous pouvez les tremper dans de l'eau pendant 10 jours. Mélangez 1 litre de l'extrait à 9 litres d'eau par réservoir. Ajoutez 10 ml d'agent collant pour que l'aérosol ne se volatilise pas de la surface cireuse du corps de la cochenille. Vous pouvez acheter un agent collant dans votre magasin local d'intrants agricoles ou utiliser du savon comme agent collant. L'huile de Nîmes aide aussi à contrôler les cochenilles. Mélangez une demi-tasse d'huile de Nîmes à 20 litres d'eau. Ajoutez 3 cuillères à soupe de savon de Caddy ou d'un autre savon de lessive naturelle pour que l'huile de Nîmes colle aux cochenilles. Certains commerçants d'intrants agricoles vendent des pesticides biologiques comme Verticillium ou Boveria contenant des champignons qui tuent les cochenilles. Dès que vous apercevez des cochenilles, pulvérisez une tasse de Verticillium mélangée à 10 litres d'eau par réservoir avec un agent collant. Les cochenilles vivent sur plusieurs types de plantes et pas seulement sur les légumes. Gardez donc les champs exempts de mauvaises herbes. Maintenant, récapitulons ce que nous avons appris. Les cochenilles et les mouches blanches sont toutes blanches, mais les cochenilles ne volent jamais. Les cochenilles sont recouvertes de cire duveteuse qui les protège des insecticides. Les cochenilles endommagent les légumes en asséchant les feuilles et en ralentissant la croissance des plantes. Les insectes utiles, comme les coccinelles, tuent les cochenilles, en particulier lorsqu'il n'y a pas de fourmis. Vous pouvez enlever les parties des plantes endommagées et les composter. En faisant tomber des cochenilles des plantes avec un puissant jet de pulvérisation, elles meurent. Pulvérisez un extrait de feuilles amères mélangé à de l'eau ou de l'urine de vache. L'huile de Nîmes s'écoule de la surface cireuse du corps de la cochenille. Ajoutez du savon à l'eau pour que l'huile de Nîmes colle à la cochenille et la tue. Certains pesticides biologiques contiennent des champignons qui peuvent tuer les cochenilles. Gardez votre champ exempt de mauvaises herbes. Gardez vos légumes exempts de cochenilles de façon saine pour produire une récolte saine. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est la troisième et la dernière vidéo que j'ai présentée pour cette série. Et je vais donc faire la dernière phase de présentation ici pour qu'on puisse véritablement. Et à chaque fois, les vidéos que je mets là, l'objectif c'est toujours pour pouvoir renforcer et bien expliquer ce que je suis en train de vous dire. Donc, ici là, donc, il serait question donc de voir que on peut, en fonction donc des différentes parties des plantes, il y a plusieurs procédés qu'on peut faire.
on peut passer par la macération. Quand on parle de macération, c'est une technique qui consiste simplement à laisser tremper les plantes fraîches ou sèches dans l'eau froide ou légèrement tiède afin que le principe actif, comme on a eu à voir là, saponine, flaoline, tanin, huile essentielle, molécules répulsives se libèrent naturellement. Donc, c'est une méthode douce et respectueuse, idéale pour les débutants comme pour les professionnels. Et son rôle, sa simplicité, ne nécessite aucun matériel sophistiqué, juste de l'eau et des récipients. Sa préservation des molécules fragiles, contrairement par exemple à la cuisson ou les huiles essentielles et autres composés volatiles donc qui sont conservés comme biopesticides, répulsifs et protection, comme biofertilisants qui apportent des nutriments et comme biostimulants qui renforcent la résistance des plantes. Donc, en résumé, donc, c'est une solution 3 en 1, simple, efficace et économique, comme on peut voir. Donc, exemple pratique, on a donc la macération d'ortie, durée 48 heures, résultat obtenu riche en azote. Ça favorise la croissance rapide. On a la macération du Nîmes, durée 24 à 48 heures, libère donc l'azadirachtine, donc un répulsif puissant contre les pucerons, les mouches blanches et les chenilles. Macération des feuilles de titonia, durée 48 heures, engrais riche en NPK, azote, phosphore, potassium. Vous voyez que donc ces trois macérations cibles différentes. Première pour favoriser la croissance, deuxième pour apporter le répulsif contre les pucerons, mouches blanches et chenilles, et troisième pour enrichir en azote, phosphore, potassium. Donc quelques recommandations: utiliser l'eau non chlorée et laisser reposer au robinet 24 si c'est nécessaire. Un ratio recommandé: 1 kg de feuilles fraîches pour 10 litres d'eau. Le temps d'extraction 24 à 72 heures selon les plantes, et toujours filtrer avant de pulvériser pour éviter de boucher donc les bûches. La dissolution avant application: 1 litre de macérat dans 5 à 10 litres d'eau. Ça, vous allez voir en profondeur dans les différents éléments. Donc, juste un petit quiz pour aller rapidement. Donc, parmi les plantes riches en huile essentielle et terpènes répulsifs, est-ce qu'on a le riz, la citronnelle, le maïs ou bien le manioc? Juste pour pouvoir faire cela, c'est pour donner un peu ce qu'il y a. Si vous pouvez répondre donc rapidement par message avant que je continue. Donc, parmi les plantes répulsives, est-ce qu'on a le riz, la citronnelle, B, le maïs ou le manioc? On répond rapidement et puis j'avance. Donc, oui, le B, merci. Pour le B, ok, j'ai déjà les réponses. B, ok, merci. Maintenant, le slide de la question 2. Les alcaloïdes du Nîmes ont pour effet principal favoriser la pollinisation, bloquer la croissance et la reproduction des insectes, rendre les fruits plus sucrés ou augmenter la chaleur du sol. Donc, A, B ou C, ça c'est pour la deuxième question. Donc, les alcaloïdes du Nîmes ont pour effet de favoriser la pollinisation, bloquer la croissance ou bien des insectes, ou bien rendre les fruits plus sucrés ou augmenter la chaleur du sol. Si c'est A, vous mettez A. Si c'est B, vous mettez B. Si c'est C, vous mettez C. D'accord. B, Marie-Solange, merci. Donc, ça prouve que merci, monsieur Rodrigue. Ok, pour vos différentes réponses, ça prouve qu'on est sur la même longueur d'onde. Dieu merci donc pour ce cas. On va donc continuer les différentes la présentation, et après je vais passer à la phase des questions-réponses. Donc déjà, pour savoir, pour ceux qui vont vouloir aller en profondeur, aller un peu plus loin, vous aurez la possibilité après ceci, parce que d'avoir soit le document, parce qu'il y en a plusieurs qui répondent à plusieurs, soit les différents documents, 80 techniques, 120 techniques, 101 techniques de production, les guides, ou bien 111 techniques de production et autres là, au prix de 5 000 francs, et puis les vidéos au prix de 10 000 francs chaque module, donc 95 techniques, 101 techniques, 45 techniques, les guides des différentes productions. Bon, pour ceux qui pourront avoir cela, les guides seront laissés à 5 000 francs, et les vidéos, plus des vidéos personnalisées de cette différence, ça serait donc à 10 000 pour chacun des différents modules, parce qu'il y a les guides
et les vidéos. Mais ça, on va revenir sur ça après. On va donc continuer avec la présentation ici. Donc, je disais que... ok, je vais continuer. Donc, comme on a eu à faire, on a donc ceux qui sont par infusion ou par décoction. Donc, quand on dit infusion, c'est verser de l'eau bouillante sur la plante, puis laisser reposer hors du feu, qui est différent de la décoction où on fait bouillir la plante dans l'eau pendant quelques minutes pour extraire la substance plus résistante, comme les racines, les écorces et les graines. Alors que l'infusion, c'est d'abord de bouillir de l'eau, après maintenant verser les plantes. Maintenant, quel est donc le rôle d'extraire rapidement les molécules actives, permet de récupérer aussi les huiles essentielles, des minéraux, des tanins en décoction beaucoup plus, et puis est très utile pour obtenir une préparation antifongique, antibactérien et fortifiant, facile à réaliser à la maison, au champ et avec un simple récipient et cuisson. Infusion d'ail ou d'oignon. La méthode écrasée ou infuser 15 à 10 minutes dans l'eau. L'utilité des bactéries, les antifongiques puissants contre les fonds des semis, les taches foliaires. On a la décoction de prêle, donc qui permet de faire bouillir 100 g de frêle dans 1 litre d'eau pendant 20 à 30 minutes. Utilisé riche en silice, renforce les parois cellulaires et protège contre l'oïdium et le mildiou. On a la décoction d'écorce de grenade ou de mangue. Utile. C'est riche en tanins, donc ça a une action antifongique et astringe, c'est-à-dire que ça empêche donc l'appétit. Donc, les infusions ont généralement une durée de 15 à 30 minutes et convient aux feuilles, aux plantes, aux parties fragiles, alors que les décoctions ont une durée de 20 à 30 minutes de bouillie douce, convient donc aux racines, aux graines et aux écorces dures. Toujours laisser refroidir puis filtrer avant la pulvérisation. 1 litre pour 5 à 10 litres d'eau. Donc, ça, c'est un peu ça. Et on a, par exemple, d'autres macérations alcooliques ou oléates. Donc, ça veut dire que la macération alcoolique consiste à plonger les plantes dans de l'alcool, éthanol, alcool fort. L'alcool agit comme un solvable puissant, donc ça extrait rapidement les molécules actives, l'huile essentielle, l'alcool ou les flavonoïdes, comme on a eu à voir tout à l'heure. Et l'oléate, c'est une macération des plantes à huile essentielle comme l'arachide, les palmes, le coco, le tournesol pour extraire des molécules liposolubles, donc solubles dans la graisse. Cette technique permet d'obtenir des concentrés très puissants, utilisés donc en très petite quantité. Donc, le rôle et l'intérêt, c'est les concentrations élevées des préparations sont beaucoup plus fortes que de simples macérations. Ça stabilise, ça conserve plusieurs mois sans perdre leur efficacité, leur polyvalence et leur efficacité aussi rapide. Donc maintenant, on a les macérations d'alcool ou d'ail, ceux de Nîmes, comme on a vu dans les plus différents trucs, et puis quelques précautions à pouvoir prendre. On a les poudres et les cendres, comme on a eu à voir là, qui soient les plantes séchées, des feuilles, des graines, des écorces broyées ou tamisées pour obtenir les trucs fins et stables. Les cendres pour obtenir des combustions complètes. Donc, le rôle, c'est utiliser directement au sol, anti-nématodes, anti-insectes, peut être mélangé au compost ou purin pour enrichir les nutriments, facile à transporter et à conserver. Les cendres sont naturellement riches en potassium et pouvoir alcalin qui modifie le pH et freine les champignons, les parasites pour se développer. Et ça a aussi un effet sur les insectes de contact, assèche les limaces et les escargots. Donc, poudre de Nîmes, comme on a vu en vidéo, poudre de feuilles de moringa qui apporte des minéraux et les cendres tamisées. Et quelques clés pratiques et précautions dans séchage, stockage, dosage et filtrage qu'on vous donne. Et puis maintenant aussi, il y a donc les adjuvants naturels, c'est-à-dire les adhésifs qu'on utilise donc pour pouvoir le faire. Et là aussi, on parlera un peu de la qualité de l'acide de pH. Donc, aujourd'hui, par exemple, pour moi, il était question pour que vous puissiez déjà, parce que ça, je tiens à le rappeler, ça c'est donc la première partie qui sera donc une continuité, que vous allez donc permettre à ce que on puisse comprendre que les mauvaises herbes ne sont pas si mauvaises que ça. Et puis, il y a donc les différentes utilités, il y a certains principes et règles que vous devriez donc savoir pour pouvoir utiliser donc ces différentes mauvaises herbes telles qu'elles sont donc définies. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que ces différentes plantes ont tellement de propriétés et aujourd'hui, pour moi, c'est de
les différentes propriétés. Pourquoi? Parce que pour ceux qui vont vouloir aller un peu plus loin sur notre guide 111 plantes comme biopesticides, ici, il est question qu'on a eu à repartir ici, là, de montrer donc les différents modes d'emploi. La semaine prochaine, je reviendrai un peu sur un certain nombre de choses, mais par exemple, dans notre guide, nous avons pris le temps de pouvoir, essayer d'expliquer. C'est un guide qui est bien développé, les modes d'emploi et d'utilisation dans l'objectif du guide. Et la première partie, les mauvaises herbes, mécanisme d'action de biopesticides, comment est-ce que ça agit comme répulsif qu'on a vu, toxicité antifongique, les grandes familles des molécules, qui est bien expliqué, les procédés d'extraction et de préparation, les formulations adjugeantes, la qualité de l'eau, les différents pH, l'apparition sur le terrain, les différentes sécurités. La deuxième partie sont des recettes prêtes à l'emploi, des recettes rapides à base de titonia, de nîmes, d'ail, d'if, de lantana, de target, d'aloe vera, d'allium, de vernonia, qui est du nolai, dont on montre avec les différentes images. Après, on a montré donc la troisième partie, qui nous donne donc les 101 techniques, insecticides, nématicides, répulsifs, antifs. On vous montre les différents trucs, les gabarits qu'on utilise. Et après, maintenant, on vous montre donc les 101 manières de pouvoir. On est allé 10 en 10, de 1 à 10, les plantes insectes et répulsifs. De 11 à 20, les plantes insecticides, puissants insecticides. De 21 à 30, les plantes fongiques et bactéricides. De 21 à 38, plantes fongicides et bactéricides. De 31 à 40, les plantes synergiques et multifonctions. Donc, contre les différentes, on vous montre les différentes. De 41 à 50, les plantes locales à effet rapide. C'est toutes ces plantes de mauvaises herbes que vous connaissez. De 51 à 60, les préparations mixtes. De 61 à 70, les préparations fermentées comme les purins. De 71 à 80, les préparations huileuses à base donc des différentes huiles. De 80 à 90, les préparations savonneuses pour pouvoir servir d'adjuvant, de liant. De 91 à 100, les préparations minérales et essentes. Et de 101 à 111, les préparations spéciales. Et ce n'est pas tout. La partie 4, on a donné des stratégies par culture. Sur l'anacée, des choux, des gombos, comment utiliser les mauvaises herbes, céréales, cucurbitacées, riz, maïs, sorgho, fruits. Et la partie 4, les stratégies par ravageurs et par maladies, pucerons, acariens, nématodes, maladies fongiques et bactériennes. Et maintenant, les essais, des mesures et des améliorations continues, la production et le stockage de ces différents intrants-là, l'intégration agroécologique, les différents annexes et les modèles prêts à imprimer. Donc, on a eu à faire cela. C'est un livre très long que nous laissons donc en promotion. Le livre, c'est vraiment complet avec des différentes images, des visuels simples à pouvoir comprendre. Donc, ah bon, je vais le voir. Et putain. Bonsoir. Si, d'accord, je vois que ça s'est cassé.
Ok, désolé, apparemment j'ai eu à perdre la connexion. Ok, désolé, j'ai eu à perdre la connexion. Donc, je viens de revenir là. Je ne sais même plus je ne sais même pas à quel moment est-ce qu'on a été bloqué. Mais tout compte fait, je vais donc ouvrir la séance des questions-réponses. Je pense que je ne sais plus trop. Donc, ceux qui ont donc des questions-réponses, vous levez la main et puis je vais me faire le plaisir de répondre. Ceux qui ont donc des questions, vous posez donc les questions, je vous écoute. Ceux qui ont des questions, vous pouvez activer votre micro, vous posez des questions, je vous écoute. Donc, s'il n'y a pas de questions, là, vous demandez à quand la formation a lieu en 2026, parce que j'ai déjà un programme booké jusqu'en décembre. En 2026, probablement de février 2026. Pour Lomé. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, dans ce cas, je vais donc arrêter le webinaire. On va continuer la semaine prochaine. Ça sera la deuxième partie, la suite de ceci. Je vais déjà donc demander aux uns et aux autres de remercier pour votre présence. Et puis à nous revoir donc la semaine prochaine. Ok, merci.